amitié pour Saint-Louis. Euh, Comment va mon ami Papa Samba? Il va bien, il est là, Pape Samba Ndiaye. Bonjour, cher professeur. Eh ben, Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir à Saint-Louis et à Dakar et partout au niveau du continent africain, puisque c'est une association africaine qui vous invite des étudiants en sciences politiques. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Saint-Louis vous salue, Dakar vous salue, l'Afrique vous salue. All right. E se estamos por aí, bah, vous savez mon amitié pour l'Afrique et mon attachement à l'Afrique et Oui. mon amour fou pour l'art africain. Oui. Quand je vais chez vous, je passe toujours 1 heure au marché Carmel pour trouver de belles pièces d'art africain. Et Ouais. donc, l'Afrique est présente jour et nuit chez moi. Soyez-en assurés. Ah, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diatta, quand vous voulez, on démarre. Oui, je pense que en raison du temps que nous avions perdu, parce que là déjà on a pris 5 minutes, je pense qu'on peut démarrer immédiatement. Je vais vous laisser la parole et moi j'interviendrai peut-être à la fin pour Parfait, remercier le professeur si vous permettez, bien sûr. parfait. Voilà. Alors, nous sommes le jeudi 10 juillet 2025 et nous avons l'honneur, la fierté, le plaisir et l'incommensurable privilège de recevoir dans le cadre de cette conférence en ligne organisée par l'Association des étudiants africains en sciences politiques, de recevoir donc le professeur des universités, M. Bertrand Badi. Je devrais dire qu'on ne le présente plus, parce que je pense que dès la première année, dès les premiers cours en sciences politiques, s'il y a une sommité, un éminent professeur intellectuel scientifique que tous les étudiants connaissent et que les enseignants utilisent dans le cadre de leurs offres pédagogiques, c'est bien M. Bertrand Badi. Donc, cher professeur, merci d'avoir accepté cette invitation de l'Association des étudiants en sciences politiques, étudiants africains. Et je dois l'avouer, nous aurions tellement aimé vous voir en chair et en os, vous accueillir à Dakar, à Saint-Louis, éventuellement, pour vous dire toute l'estime, toute l'admiration, toute la considération que nous vous portons. Mais nous ne désespérons pas, puisque vous fréquentez peut-être le marché Kermel et que vous aimez l'art africain, comme vous l'avez dit, ce n'est que partie remise. Nous serions très honorés dans les prochains mois, voire années, nous serions honorés de vous recevoir ici, de vous accueillir dans nos locaux pour vous écouter, pour entendre vos leçons, vos analyses, vos commentaires, les résultats de vos recherches sur les relations internationales, mais aussi sur la sociologie politique, parce que vous êtes un spécialiste de ces questions-là. Vous nous avez beaucoup appris, vous nous avez beaucoup apporté, et comme je le disais tout à l'heure, que ce soit en sciences politiques, que ce soit en sociologie politique, que ce soit en relations internationales ou en géopolitique, les théories que vous avez développées, les analyses que vous avez développées sont devenues incontournables dans l'ordre de formation dans nos universités. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis merci 1000 fois parce que nous vous devons beaucoup. On vous doit beaucoup de concepts en relations internationales, en sociologie politique, en géopolitique. Vous parlez, vous abordez les questions de politique de puissance, de compétition, les questions liées à la souveraineté, à la diplomatie de connivence, à la diplomatie de l'indifférence, les questions de plus en plus ayant trait au sud global, ce qu'on appelle le sud global, et les logiques d'impunité, etc., etc. Ce serait long de faire l'inventaire des paradigmes explicatifs d'une richesse et d'une fécondité heuristique fondamentale que vous nous avez transmis et que nous vous remercions pour tout cela. Nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui, à l'heure où
on parle de la guerre entre Israël et Iran, nous avons besoin plus que jamais de vos analyses, de vos précieuses analyses, de vos précieuses lectures pour comprendre la dynamique actuelle de cette guerre qu'on a connue il y a quelques jours. Le thème de la conférence, donc, c'est bien guerre Israël-Iran. Quel bilan faire après 12 jours de guerre? Donc, cher professeur, voilà le thème de la conférence que vous voulez animer aujourd'hui, que vous avez accepté d'animer. Et ça avec un plaisir immense et un intérêt, une attention particulière que nous allons suivre cette conférence que vous avez voulu bien nous offrir, on va dire. Merci. Vous avez la parole, cher professeur. Merci beaucoup, chers collègues. Vos propos me touchent énormément et je ne m'en sens pas véritablement digne. Mais faites attention, prenez garde. Quand on me parle de venir en Afrique, le risque pour vous, c'est que je refuse jamais. L'appel de l'Afrique, pour moi, comme je le disais il y a un instant, en fonction de mon amour profond pour l'âme, l'histoire et la culture africaine, fait que c'est une forme de bonheur, hein, de vous rejoindre. Donc, je risque d'accepter. Soyez prudents. Non, je dois ajouter que j'ai des souvenirs très émus et de Saint-Louis où je suis allé une fois, mais où j'ai séjourné plusieurs jours, euh, et aussi le long du fleuve Sénégal. J'ai séjourné à Podor, à Matam, tout un tas de lieux, Richard Toll, enfin des lieux qui me parlent encore beaucoup, et puis Dakar où je suis allé une bonne dizaine de fois. Et l'Afrique m'a beaucoup appris pour renouveler le lexique des relations internationales, pour ne plus parler de façon eurocentrique des grandes questions internationales. Et quand j'ai publié mon livre Quand le Sud réinvente le monde, sa lecture vous montre que j'ai beaucoup puisé dans l'exemple africain. Alors, ceci étant, nous ne sommes pas très éloignés de ce sujet parce que cette guerre sur laquelle vous m'avez demandé d'intervenir, elle est révélatrice de toutes les ambiguïtés de l'ordre international contemporain. C'est pas une guerre telle que celles-ci ont été théorisées dans l'histoire du XXe siècle et des siècles qui ont précédé. C'est une guerre qu'on n'arrive même pas à conceptualiser. Alors je vais revenir en détail et j'ai pris comme filon les questions que vous m'aviez adressées, les 5 questions que vous m'avez adressées, mais que j'introduirai rapidement par 3 remarques. La première remarque, c'est que cette guerre révèle la fin des hégémonies. On a vu avec quelle difficulté Joe Biden, lorsqu'il était encore président des États-Unis, et son secrétaire d'État, un homme d'ailleurs assez brillant, Anthony Blinken, s'était saisi du dossier moyen-oriental postérieurement au 7 octobre 2023. Le secrétaire d'État américain s'est rendu 12 fois dans la région et il n'a jamais rien obtenu. Et on voit bien que l'un des enjeux de ce conflit, c'est la volonté absolue des acteurs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire autant Israël que l'Arabie saoudite, que l'Iran, que même le Liban, et on pourrait ainsi continuer l'énumération, de se présenter comme étant autonomes des grandes puissances. Moi, j'appartiens à une génération où on considérait que l'URSS et les États-Unis réglaient les problèmes de chaque région du monde en 5 minutes. Rappelez-vous comment s'est terminée la guerre du Kippour en 1973 par une initiative de Brejnev envoyant des troupes, décidant d'envoyer des troupes soviétiques au bord du canal de Suez, Richard Nixon mettant
à ce moment-là son arsenal atomique en état d'alerte. Et dans les minutes qui ont suivi, un accord a été trouvé entre Brejnev et Nixon et l'affaire était terminée et les acteurs locaux n'avaient plus rien à dire. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. L'une des cartes de Netanyahou, c'est de montrer que c'est lui et lui seul et non les États-Unis qui décident. Et le jeu des États de la région, c'est d'essayer, autant que faire se peut, j'y reviendrai, de montrer cette autonomie. La deuxième remarque qui vient consolider cette idée de déclin de l'hégémonie, nous sommes dans un monde post-hégémonique, il faut bien le comprendre, où l'hégémonie n'est même plus un concept explicatif ou interprétatif. On le voit bien, Trump essaye de faire tout ce qu'il faut pour se montrer le leader du monde, il n'y parvient pas. Le deuxième élément que je voudrais montrer, c'est que euh, le jeu politique d'Israël, bien avant Netanyahou, est un jeu politique assez étrange et un jeu de politique internationale assez étrange et qui, là aussi, renouvelle l'analyse classique des relations internationales, en cela qu'il considère que la sécurité d'Israël passe par l'affirmation de la puissance, mais n'a pas de substitut. Que l'on lie sécurité et puissance, ça c'est très classique en relations internationales, et depuis Hobbes. Mais que l'on considère que seule la puissance peut assurer la sécurité, ça c'est une rupture. C'est une rupture par rapport à la tradition institutionnelle, au droit, au multilatéralisme, aux théories de la sécurité collective. Je ne parle même pas des théories de la sécurité commune. Et c'est un choix stratégique d'autant plus dangereux et d'autant plus étonnant que la puissance n'a jamais porté ses fruits dès qu'il s'agit d'un combat d'émancipation ou de décolonisation. Depuis 1945, mes amis, depuis 1945 et depuis Dakar, vous êtes bien placés pour le savoir. Il n'y a pas un mouvement de résistance d'un peuple opprimé qui ait pu être définitivement écrasé par la puissance. Les guerres de décolonisation ont inventé une page nouvelle de l'histoire qui faisait que le faible pouvait gagner sur le fort à partir du moment où le faible disposait de cette énergie sociale qui l'opposait avec succès au fort. Et en France, on en sait quelque chose quand on prend en compte, par exemple, la guerre d'Algérie, Dien Bien Phu et la guerre d'Indochine, les répressions incroyables qui ont été menées par l'armée française à Madagascar et au Cameroun, qui ont toujours échoué. Bon. Et Israël se trouve confronté au même problème. C'est-à-dire, euh, comment peut-on espérer que la puissance permettra d'anéantir, d'éradiquer, comme on dit, la résistance palestinienne ou celle des États de la région, à partir du moment où ça fait plus de 70 ans, 77 ans exactement, qu'Israël gouverne en faisant usage de la puissance et qu'elle ne parvient à aucun résultat, c'est-à-dire qu'elle ne parvient pas à dessiner un ordre de stabilité, à anéantir la résistance palestinienne. Et cela m'amène à ma troisième remarque liminaire, qui est que quand on a comme choix stratégique l'affirmation de puissance et seulement la puissance, et que cette puissance ne conclut pas, n'aboutit pas à des résultats, eh bien, que fait-on? Vous n'avez que la puissance pour vous protéger et la puissance échoue dans cette protection. Eh bien, vous remettez une couche de puissance. C'est ce qu'on appelle l'escalade de puissance. Et on en est là. C'est-à-dire, à chaque échec de l'usage de la puissance, on voit l'État d'Israël faire preuve davantage de puissance. Ça fait qu'on en est officiellement à 58 000 morts à Gaza, mais probablement plus de 100 000. Et ça fait, et ça c'est peut-être le concept clé qui va me permettre d'aborder directement la question iranienne, euh, le jeu qui est celui
de la puissance inaccomplie, eh bien, c'est de créer le chaos. Si vous ne pouvez pas, par votre puissance, imposer votre volonté des autres, eh bien, vous transformez les autres en chaos. Et ça, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux, mais c'est ce jeu qui se déroule au Moyen-Orient. C'est une page nouvelle des relations internationales. Alors, ça me permet de répondre à vos 5 questions. La première question, c'est quelle est l'origine de la guerre entre l'Iran et Israël? Alors, quand on est un analyste orthodoxe, traditionnel, dès qu'on est face à une guerre, on se pose une question qui est la question mise en valeur par Clausewitz dans son traité de stratégie, où Clausewitz nous dit ben, le propre d'une guerre, c'est d'atteindre, de réaliser un objectif politique que les moyens pacifiques ne permettent pas d'atteindre. Et là, la grande énigme dans le conflit israélo-iranien, et j'arrêtais pas de dire ça sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio, c'est que personne ne sait ce qu'était l'objectif politique d'Israël en attaquant l'Iran. Est-ce qu'il s'agissait de détruire l'équipement nucléaire iranien? Bah, oui, ça a été fait, mais tout le monde s'accorde à considérer que cette destruction, même avec l'intervention ultérieure des États-Unis, n'a pas complètement démantelé ce programme. Et je vais vous dire quelque chose qui me paraît très important. Quel est le but de l'Iran en développant ce programme nucléaire? Croyez-vous qu'il s'agit de construire une bombe pour la lancer sur Israël? Mais le président français Jacques Chirac disait déjà en son temps, si l'Iran se dotait d'une bombe nucléaire et s'avisait à la lancer sur Israël, en 2 minutes, Téhéran et peut-être tout l'Iran seraient détruits. Donc, c'est pas ça le but. Le but d'un programme nucléaire iranien, c'est d'apparaître sur le Grand Moyen-Orient comme étant une puissance régionale, une puissance avec qui il faut compter. C'est-à-dire, le programme nucléaire iranien, c'est un programme politique et non un programme militaire. Il faut bien comprendre ce point. Et donc, de ce point de vue-là, en attaquant l'Iran, non seulement Israël n'a pas détruit son projet militaire, mais a encouragé les dirigeants iraniens à le relancer. Alors, c'est déjà une première hypothèse, mais ce n'est pas la seule, parce que si on étudie la carte des bombardements effectués par Israël sur l'Iran, on s'aperçoit que les sites nucléaires n'ont été que des cibles très minoritaires et qu'il y avait des cibles militaires classiques, des personnes, des chefs militaires, des responsables des passes d'Aran, mais il y avait aussi des installations infrastructurelles, des réservoirs de carburant, il y avait des administrations, et puis il y avait la population civile. Hein. On compte plus d'1 millier de morts en Iran, il faut quand même pas l'oublier. Hein. Moi, j'ai des personnes que je connais bien là-bas qui m'envoyaient des WhatsApp et qui me disaient que des bombes tombaient tout près de chez elles. Et chez elles, il n'y avait pas ni passe d'Aran, ni installation nucléaire. Et donc, ça amène à 2 idées, 2 hypothèses supplémentaires. Première hypothèse, c'est le fameux changement de régime, regime change, euh, qui pourrait être favorisé par le fait que le régime iranien est un régime très faible et est un régime qui n'a pas un soutien populaire très épais, qui est fragile de bien des points de vue. Et donc on peut imaginer que Israël était tenté de se débarrasser, entre guillemets, d'un régime un peu sur le mode de ce qui s'est passé en Syrie, peut-être au Liban également, autrefois en Irak, qui ne lui était pas très favorable. Mais que voit-on? On voit 2 choses. D'abord, qu'il n'y a pas de substitut à la République islamique aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition organisée. Donc, on ne voit pas d'où pourrait venir ce mystérieux changement de régime. Puis la deuxième chose que l'on voit, et ça l'Afrique peut en témoigner, c'est que lorsqu'il y a des interventions militaires extérieures, même si le régime n'est pas populaire,
il y a quand même une réaction de blessure, une réaction nationaliste. Euh, les bombes ne sont jamais considérées comme des instruments sympathiques en direction de ceux qui les reçoivent. Et de ce point de vue-là, moi, les témoignages que j'ai reçus de Téhéran, c'est que, à la limite, le régime s'est trouvé consolidé par cette attaque. Et puis, la dernière hypothèse qui vient à l'esprit, pour moi, c'est peut-être la plus importante et la plus préoccupante. Elle est dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que pour dominer le grand Moyen-Orient, Israël, au-delà de sa propre puissance, n'emploie pas une stratégie du chaos, c'est-à-dire une stratégie qui vise à affaiblir, à effondrer, à détruire tout ce qu'il y a chez les rivaux. C'est un peu ce qui a été fait par des chemins plus ou moins détournés en Syrie. C'est ce qui a été fait au Liban jusqu'à Beyrouth par les interventions de ces derniers mois dans les opérations dites de démantèlement du Hezbollah. C'est ce qui est fait à Gaza. Je me demande si c'est pas un peu la même chose que l'on cherche, c'est-à-dire créer du chaos partout autour de soi, de manière à ce que votre puissance reste la seule. Alors, ça, c'est ce que j'appelle la stratégie de chaotisation, et c'est aussi ce que j'appelle la stratégie d'affirmation. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait la guerre non pas pour gagner, mais pour s'affirmer. C'est-à-dire pour montrer que on peut casser, on peut détruire. Et ça, mes chers amis, et je le dis en particulier à nos amis étudiants parce que c'est la nouvelle génération, c'est une des marques les plus paradoxales et douloureuses de notre époque, à savoir que la guerre est de plus en plus fréquente. Il y a 500 guerres depuis 1945 qui ont été répertoriées. Les guerres sont de plus en plus destructrices, elles sont de plus en plus meurtrières, elles sont de plus en plus coûteuses, mais elles ne permettent plus d'obtenir de résultats positifs. D'ailleurs, la preuve, regardez, les 500 guerres depuis 1945, laquelle a abouti à un vrai traité de paix et à un vrai nouvel ordre régional ou international. Et donc, les guerres servent à s'affirmer, à détruire, mais pas à construire. Et je me demande si on n'est pas là, dans l'un des secrets. Israël est doublement obsédé par le danger iranien d'une part et par l'idée que sa sécurité est sans cesse menacée et que la meilleure façon d'assurer sa sécurité, c'est de créer le chaos autour de soi. Hein. Si vous n'aimez pas vos voisins, si vous avez peur de vos voisins, à défaut de pouvoir les discipliner, eh ben vous cassez tout ce qu'ils ont chez eux. Voilà. C'est pas, c'est pas brillant, mais c'est ainsi. Alors, la deuxième question qui m'était posée, c'est quelle est la nature de l'implication des États-Unis et quel a été l'intérêt des États-Unis d'intervenir dans ce conflit? Alors, euh, il faut partir toujours, je dirais, de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous dit le nouveau maître de la Maison-Blanche, ce qu'il nous a toujours dit déjà lors de son premier mandat et de sa première campagne électorale. Cet homme s'est imposé autour d'une formule que tout le monde connaît, qui est Make America Great Again. Il faut suivre ça parce que c'est très évocateur. Qu'est-ce que ça veut dire Make America Great Again? Ça veut dire que à l'intérieur de la société américaine, c'est pas une affaire de la classe politique, dans les profondeurs de la société américaine, des classes moyennes, vous avez des sondages qui le montrent, vous avez des études empiriques qui le démontrent, il y a chez cette classe moyenne américaine un sentiment de déclin, un sentiment que c'est pas aussi bien qu'hier, et ce sentiment de déclin est d'autant plus profond que lorsque le mur de Berlin est tombé et que la mondialisation s'est épanouie, tout le monde aux États-Unis, nous sommes dans le dernier quart, même le dernier, presque la dernière décennie du XXe siècle, tout le monde était persuadé que c'était la fin de l'histoire, c'est la formule de Fukuyama, que c'était le triomphe définitif des États-Unis, que le monde allait être américain.
hein. Il y avait quantité de livres. Le 21e siècle sera américain, l'histoire est finie, les idéologies sont terminées, etc. Et puis ça s'est pas du tout produit comme ça. Et notamment du fait du réveil du Sud, ou de l'éveil du Sud. Et donc, sociologiquement, cette classe moyenne américaine met ses propres malheurs sur le compte du déclassement des États-Unis. Et donc, toute la stratégie trumpienne, qui n'a, l'homme n'a aucune politique étrangère, n'a aucune doctrine politique, n'a aucune philosophie politique, d'ailleurs il ne sait pas ce que c'est. Mais il a une intuition très forte que pour gagner les élections, il faut flatter ce désir états-unien de renouer avec la grandeur, avec Great Again. Et toute sa politique étrangère, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur les guerres tarifaires, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, que ce soit dans ses rapports avec l'Europe, dans ses rapports avec l'Afrique dont il est question aujourd'hui même, là-bas, son idée, c'est de montrer que toutes les routes de la paix et de la guerre passent par Washington. Alors, je ne suis pas dans le secret des États. Je ne sais pas si M. Trump a donné son accord à l'intervention du 13 juin de l'armée israélienne contre et de l'aviation israélienne contre l'Iran. Euh, Moi, je fais le pari qu'il n'était pas au courant et que pour montrer qu'il ne perdait pas la main, qu'il ait lancé ce message à Netanyahou, que vous fassiez la guerre ou que vous fassiez la paix, vous aurez besoin de moi. Vous ne pouvez pas faire la paix sans moi, c'est ce qu'il essaye de promouvoir à travers les négociations pour la libération des otages et pour un cessez-le-feu, mais vous ne pouvez pas non plus faire la guerre sans moi, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais toucher au programme nucléaire iranien si vous ne bénéficiez pas des bombes pénétrantes que nous sommes les seuls dont nous sommes les seuls à disposer et des bombardiers B-2 qui sont les seuls à pouvoir les lancer. Je pense qu'il y avait une intervention d'affirmation, une façon pour Trump de dire bah, on est là. Un peu comme il avait fait pendant la guerre de Syrie lors de son premier mandat, où après l'usage de gaz par l'armée officielle syrienne, il avait répliqué ce que Obama n'avait pas fait en bombardant les positions syriennes. C'est un homme, ne croyez pas que cet homme n'aime pas la guerre comme on le dit dans les journaux, c'est pas vrai. Cet homme aime la force, et surtout la force quand elle lui permet de montrer qu'il est incontournable. Alors, cette, euh, cet intermède a été très court, hein. L'intervention américaine, ça a été vraiment 2 jours, presque rien en temps. Mais l'homme est persuadé qu'ayant fait ça, il a rebattu les cartes au Proche-Orient. J'en suis pas du tout convaincu, parce que je ne pense pas que pour autant ça a intimidé Netanyahou qui n'a pas de plan B. Mais en tous les cas, c'est une façon pour lui de dire, regardez, je suis un acteur de la région. La troisième question qui m'était posée, c'est comment comprendre cette fin rapide de la guerre. Alors, cette question est très intéressante parce elle est très clausewitzienne. Je vous disais tout à l'heure que pour Clausewitz, vous connaissez la célèbre formule, la guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Ce qu'on ne peut pas obtenir par les moyens politiques classiques, on l'obtient par l'usage de la force. Et donc, évidemment, si on est clausewitzien, on doit immédiatement dire, il y a eu fin de la guerre parce que les objectifs ont été atteints. Or, le paradoxe, c'est que les objectifs n'ont pas du tout été atteints. Regardez, nous sommes maintenant à près d'un mois de la fin de cette intervention conjuguée des États-Unis et d'Israël en Iran. Euh, que s'est-il passé? Euh, il s'est passé que le régime est toujours en place, le régime iranien est toujours en place. Donc mon hypothèse sur le régime change déjà se trouve écartée. Non seulement le régime est toujours en place, mais il semble
j'allais dire hélas, consolidée. Je dis hélas parce que la population iranienne souffre. Il y a des bruits hein, d'interférence, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être faudrait-il que vous fermiez vos micros. Merci. Euh, Tout le monde s'accorde et les services secrets américains les premiers pour dire bah, euh, la capacité de l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire sont identiques et peut-être psychologiquement renforcées. Donc, il y a beaucoup d'interférences. Si vous voulez bien fermer vos micros. Ou alors c'est les services secrets israéliens, je sais pas, mais j'ai de très fortes interférences. Effectivement. Donc, nous vous demandons de fermer, chers participants, vos micros. Il y a le signe du micro, il faut appuyer dessus pour montrer, voir la flèche qui traverse pour éviter les interférences. Merci. Alors, à partir du moment où aucun objectif positif n'a été atteint, euh, on peut expliquer cette fin de la guerre euh, par référence à plusieurs hypothèses. J'ai bien dit hypothèse, parce qu'on est encore trop près de l'événement pour pouvoir développer un modèle explicatif global, mais j'ai plaisir à parler avec vous de ces hypothèses parce que elles renouvellent tout le stock des analyses que l'on fait habituellement en relations internationales. La première hypothèse, dont personne ne parle, mais que je crois très importante, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, la guerre est extrêmement coûteuse. Et on laisse tout à fait de côté cet aspect des choses. Depuis octobre 2023, l'État d'Israël est en guerre. Ah, ça recommence. Monsieur Bentessam, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Euh, donc, attention de ne pas le faire trop fréquemment parce que du coup, je perds à chaque fois le fil de mon, de mon exposé. Euh, Israël n'a jamais, dans son histoire depuis 1948, 1947, connu une guerre aussi longue. Et cette guerre se révèle extrêmement coûteuse, y compris d'ailleurs ce qui est l'aspect le plus douloureux en être humain, puisque l'armée israélienne a déjà perdu 500 hommes, ce qui, à l'échelle d'Israël, est énorme. Vous savez, euh, 58 000 morts à Gaza, les gens sont indifférents. Ah, 400 morts en Israël, ça compte. Vous voyez l'aspect odieux de la chose, hein. Un humain ne vaut pas un autre humain. Mais je pense que on sous-estime à quel point le coût de la guerre, même si il y a l'aide financière des États-Unis derrière, ce coût de la guerre crée des conditions qui risquent de se retourner contre Israël. Pour ça que, sans que je sois très optimiste en matière de cessez-le-feu, on peut quand même parier sur un choix stratégique de ralentir le processus de militarisation. Ça, c'est une hypothèse en soi. Mais pour le reste, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Euh, Si véritablement l'objectif, comme je le crois, d'Israël est d'aggraver le différentiel de puissance et de démontrer que l'État d'Israël dans le Grand Moyen-Orient est le seul détenteur de puissance. N'oubliez pas qu'Israël est le seul détenteur de l'arme nucléaire dans l'espace moyen-oriental. Si les autres régimes, quels qu'ils soient, Liban, Syrie, Irak et maintenant Iran, sont affaiblis, d'un certain point de vue, on est arrivé à un point qui est jugé satisfaisant et intéressant pour la partie israélienne. Et puis, il y a l'élément de politique intérieure, c'est-à-dire la, euh,
politique intérieure israélienne est extrêmement fragile. Tant qu'il y a la guerre, la coalition gouvernementale ne risque rien. S'il n'y a plus la guerre, elle risque presque à tous les coups, si on en croit même les sondages, en cas de nouvelles élections, de s'effondrer. Et donc, vous voyez, ça m'amène à amender la théorie classique de la guerre de deux manières. Premièrement, en disant que la stratégie de chaotisation n'a pas besoin d'aller jusqu'à la destruction totale pour atteindre ses buts et pour construire l'image recherchée. Et d'autre part, cette stratégie d'affirmation, chaotisation d'un côté, affirmation de l'autre, a été suffisamment forte pour parvenir à cela. Maintenant, il faut se poser la question de savoir ce qu'il en est du côté iranien. Le régime est dans une impasse totale du fait des sanctions. Il faut comprendre que l'Iran n'a pas grand amour à l'égard de la Russie. Mais la Russie, c'est sa seule porte vers la sortie. Toutes les autres portes sont verrouillées, notamment vers l'Europe occidentale et vers les États-Unis. Et donc, ce régime sait qu'il n'a de chance de survivre face à une société civile qui ne l'aime pas, qui est très portée sur la mondialisation, qui est, comme on dit, j'aime pas beaucoup cette formule, mais utilisons-la, qui est très occidentalisée, très désireuse de rentrer dans le monde. La seule obsession de l'Iran, du régime iranien, c'est que pour persister, il faut que j'obtienne la levée des sanctions occidentales. Et la question qui est centrale maintenant, c'est de se demander si tout ce qui s'est passé ne peut pas paradoxalement aider à une relance des négociations et permettre d'atteindre cette levée des sanctions qui fera que si pour l'instant tout le monde est perdant dans ce conflit, je vais y revenir dans un instant, eh ben, l'usage de la défaite, comme souvent dans les nouvelles relations internationales, monnayer la défaite permet d'obtenir des avantages nouveaux. Alors justement, ça m'amène à votre quatrième question. Qui est vainqueur? Alors dans l'état actuel des choses, moi, ma réponse, elle est très claire. Il n'y a pas de vainqueur. Et d'un certain point de vue, tout le monde est battu. Tout le monde est vaincu. L'Iran a été à nouveau affaibli, compte des morts parmi sa population civile, des chefs militaires qui étaient aux postes les plus névralgiques, les plus déterminants, ont été assassinés. Le pays est défait, décomposé, beaucoup de ces savants atomistes ont été également tués. Économiquement, le pays est encore plus affaibli et le régime a montré qu'il n'avait qu'une capacité réactive assez faible. Donc l'Iran est perdant. Israël est perdant. Israël est perdant parce que, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement israélien n'a pu obtenir aucun des objectifs politiques affichés, que ce soit le démantèlement du programme iranien ou le changement de régime, et surtout parce que, on ne le dit pas assez en Occident, les juristes internationaux, les instances internationales ont très clairement établi que la guerre qui a été menée, dite guerre préventive, est une guerre illégale, contraire au droit international. Et donc, une nouvelle fois, sur le plan du droit, le gouvernement israélien a été stigmatisé. Et je dirais que les États-Unis sont aussi affaiblis dans cette affaire parce que euh, ils ont montré que finalement ils intervenaient à la remorque des États-Unis et que finalement, contrairement à ce qui voulait être proclamé, cette intervention n'a pas permis de mettre définitivement un terme au programme nucléaire iranien. Et donc ça a été un coup pour rien ou pour pas grand-chose. Je dirais que l'Europe occidentale en sort également affaiblie, car elle a eu sur le plan juridique la faiblesse de dire son soutien inconditionnel à Israël, ce qui risque de le mettre en situation de délicatesse avec l'Iran. Et d'ailleurs, on voit que les prises d'otages ont été relancées depuis que l'Europe s'est constituée, s'est affichée de cette façon.
et elle se met à contre-courant du droit international. Alors il reste plus grand monde. Les pays arabes ont eu très peur. Les pays du Golfe se sont sentis menacés de tous les côtés. Il y a deux personnes qui très provisoirement peuvent se frotter les mains. C'est la Russie. Euh, Poutine étant content qu'on ne s'intéresse plus à l'Ukraine. D'ailleurs, ça y est, l'effet est passé. Maintenant, on revient vers les questions ukrainiennes. Mais à un moment, il en a profité. Et jusqu'à offrir ses bons offices. C'est-à-dire Poutine euh, qui se présente comme faiseur de paix, c'est un peu comme si Dracula se présentait au concours de Miss Univers, hein. C'est absolument invraisemblable. Bon, l'autre, et ça c'est plus sérieux, c'est la Chine. Et quand c'est la Chine, c'est toujours plus sérieux que quand c'est la Russie. La Chine a eu très peur, parce que la Chine a une angoisse, c'est le blocage du golfe Persique, et elle dépend pour beaucoup en matière d'approvisionnement énergétique de ce golfe Persique. Si le golfe a été bloqué, elle aurait peut-être même dû intervenir d'une manière ou d'une autre. Euh, Elle n'est pas intervenue, donc elle a été la seule des grandes puissances dans cette affaire à garder un complet sang-froid et donc à être en position favorable pour l'épisode suivant. Euh, alors, je le disais tout à l'heure, l'une des hypothèses des nouvelles relations internationales, c'est la capacité de transformer des défaites en victoires. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, qui est un peu excessif, mais qui est destiné à stimuler votre réflexion, c'est qu'aujourd'hui, les vaincus se portent mieux que les vainqueurs. Je trouve que de la période post-1945, les pays qui s'en sont le mieux sortis, c'est l'Allemagne et le Japon, c'est-à-dire les deux principaux vaincus. On n'est pas loin d'être dans une même situation. Si la diplomatie iranienne joue habilement, elle peut tirer des avantages de cette défaite subie pour repartir sur des bases plus conclusive en matière de négociation sur le nucléaire. Enfin, dernière question, et je suis prêt donc d'achever ma présentation. Euh, Quel avenir post cessez-le-feu et pour une paix définitive? Alors évidemment, ce serait facile que je vous réponde que ma spécialité n'est pas d'écrire les horoscopes, donc je ne sais pas, hein. Et j'ai la modestie de dire que beaucoup des événements qui se sont produits ces derniers temps, je ne les avais pas prévus, donc je ne vais pas me lancer dans du prévisionnisme. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe beaucoup, et je suis heureux, si je puis dire, de terminer sur cette remarque. C'est que on parle toujours de guerre et on parle jamais de paix. Et quand on parle de paix, on parle de cessez-le-feu, qui est le contraire de la paix, ne l'oubliez pas. On parle de non-guerre et jamais de paix. La paix, c'est pas la non-guerre. C'est ce que dans mon livre L'art de la paix, j'ai essayé de montrer. C'est que notre monde eurocentré, notre monde devenu euro-américain, n'a jamais défini la paix. J'étais une fois pas très loin de chez vous, au sud sud-sud-est du Sénégal, à savoir en Guinée. J'étais à Conakry faire une conférence et je leur avais dit la paix, dans la théorie des relations internationales, c'est la non-guerre. D'ailleurs, on parle de l'entre-deux-guerres, de l'avant-guerre, de l'après-guerre. Et un jeune étudiant Peul s'est levé et a dit, mais en langue poulard, chez nous, la paix, ça veut dire la santé du groupe. Belle illustration de la sagesse africaine qui sait conceptualiser la paix, mais dans nos civilisations européennes, on n'a jamais conceptualisé la paix. Ou plutôt, on ne l'a fait que du temps d'Aristote, et depuis, on a oublié. Et Aristote, ben voilà, la prochaine fois, je vous conseille de faire une visioconférence avec Aristote. Vous verrez, l'homme est remarquable. Et Aristote nous dit la vraie paix, c'est la coexistence. Il n'y a pas de paix possible lors de la coexistence. La coexistence, ça veut dire quoi? Ça veut dire
accepter l'autre et lui reconnaître des droits identiques aux miens. Il y a un politiste israélien, justement, Kemerley, Baruch Kemerley, qui a employé un mot que je trouve très fort, qui est le mot de politicide. C'est-à-dire, on veut tuer la politique palestinienne. On va peut-être pas tuer tous les Palestiniens en tant qu'êtres humains, mais on veut tuer leur droit d'avoir une cité à eux. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques le politicide. Comme du temps colonial, l'Afrique était victime de politicides, comme aujourd'hui la Kanaki est victime de politicides, et on pourrait ainsi continuer et donner des exemples. Eh bien, ça, c'est un poison mortel. C'est-à-dire que tant qu'on ne reconnaît pas l'autre, on ne peut pas coexister, et tant qu'on ne peut pas coexister, on n'a pas la paix. Donc, il n'y a pas de choix pour la paix. La paix, contrairement à une fiction que l'histoire européenne a forgée, la paix, ça se négocie pas. La paix, c'est pas une transaction, c'est pas un marchandage. Le marchandage, c'est bien pour le marché de Kermel. Mais la, la paix ne se soumet pas à la transaction. La paix, c'est une acceptation. C'est-à-dire accepter la coexistence. Et accepter la coexistence, c'est accepter des droits pour l'autre, et c'est surtout respecter l'autre. Quand l'ancien ministre de la Défense israélien disait que les Palestiniens étaient des animaux, on se demandait où était le respect. Et vous savez que j'ai fait un livre sur l'humiliation il y a maintenant 11 ans, et j'ai toujours dit que si on ne regardait pas l'humiliation en face, on ne pourra jamais construire la paix. Et donc, c'est sans cette coexistence, il n'y aura pas la paix. Et moi, je me réjouis d'un cessez-le-feu parce que des pauvres gens qui, depuis 1 an et demi, vivent jour et nuit sous les bombes, ne peuvent qu'être soulagés d'apprendre que pendant 2 mois, ils recevront pas de bombes sur la tête, quoique même là, ce soit pas tout à fait sûr. Mais un cessez-le-feu sans la paix, c'est une très vague idée d'interruption, mais ce n'est en rien l'idée d'un accomplissement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bertrand Badi, pour ces explications, ces analyses, cette lecture. Je pense que vous voyez les images que les étudiants font parvenir. Il sera difficile d'entendre nos applaudissements, mais ce n'est pas une raison pour peut-être croire que nous n'apprécions peut-être pas à sa juste valeur cette importante conférence où vous êtes revenu sur un certain nombre de concepts clés qui nous ont permis de comprendre ce qui s'est passé entre Israël et Palestine, mais bien au-delà de ce conflit, la lecture qu'il faut avoir par rapport aux relations internationales de manière générale. Encore une fois, nous avons beaucoup appris. Donc, je me garderai bien de commenter vos analyses. Rajouter des mots, c'est enlever du sens. Et je pense que c'est tellement bien dit, avec beaucoup de clarté, de précision, que je ne rajouterai pas de mots avec ce risque d'enlever du sens. Donc, je demanderai peut-être aux participants s'ils ont de nouvelles questions, d'autres questions qu'ils voudraient bien vous adresser. Voilà, je vais essayer d'en prendre peut-être maximum 5 au regard du temps qui nous est imparti, avec l'accord de M. Diata, le président de l'association. Alors, si vous avez 5 questions, je vous demanderai d'être très bref, d'éviter de faire de longs commentaires, mais d'adresser éventuellement de courtes, concises, nettes et précises questions à M. Bertrand Badi. Donc, vous avez la parole. N'oubliez pas, une fois que vous avez posé votre question éventuellement, de couper le micro comme je viens de le faire. Merci. Je m'absente 10 secondes pour prendre de l'eau parce que j'ai un problème de voix. D'accord, je vous en prie. Donc, je vous demande si vous avez des questions, de prendre la parole, de lever la main et surtout de prendre la parole. Je pense que M. Diata, vous gérez les questions, vous essayez de désigner les étudiants qui vont éventuellement prendre la parole. Si on peut en avoir 5, ce serait bien pour compléter ce qui a été déjà dit.
Donc, vous avez la parole éventuellement, mais dans 5 minutes. Allez, voilà, voilà, vas-y, allez-y, vous pouvez y aller. Oui, bon, on remercie d'abord le professeur pour sa pertinence analyse qu'il venait de faire tout à l'heure. Effectivement, je ne sais pas si parmi nous, il y a des étudiants qui veulent poser des questions. Moi, ma préoccupation au nom de l'Association des étudiants africains en sciences politiques a été largement, en tout cas, analysée par le professeur tout à l'heure parce que les questions qu'il venait de répondre, c'était mes questions. Voilà, donc j'aurais bien aimé, puisque je suis de la maison, que les participants posent leurs questions. Donc nous autres, peut-être, on va contribuer après l'intervention du professeur. Bon, malheureusement, avec Mythe, je veux dire, je pense que les participants peuvent intervenir directement en, en ouvrant tout simplement leur micro, je crois. Oui, je vois des Euh, questions à lever. voilà. Les intervenants peuvent intervenir directement en activant tout simplement leur micro, s'il vous plaît. Si vous avez Oh là, une préoccupation, vous pouvez juste pour intervenir. Ah, professeur, vous ne me recevez pas? si, si, je reçois très bien. Très bien, très bien. Bonjour, cher professeur, bonjour. Donc, si vous me le permettez, Monsieur le Président, donc en tant que chargé de communication, il y a déjà une liste, là, il y a déjà des étudiants qui ont levé la main. On va... Ah, d'accord, 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 d'accord. Effectivement, effectivement, vous me l'avez dit d'ailleurs. Je m'excuse, c'est vrai. D'accord, maintenant je pense que c'est fait. Oui, il y a déjà Mavounou et Del Attitude, bon, je ne connais pas son vrai nom, donc qui ont déjà Très levé la bien, main. Donc, très bien. je vais activer le micro de Mavounou. Donc, Mavounou, vous avez la... Oui, bonjour, chers organisateurs de cette belle messe scientifique des politistes. Professeur Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Je suis Maounou Zinse, togolais, je vous suis depuis le Togo. Je suis précisément au nord du pays, dans la ville de Kara, où il y a Ah, oui. une université avec une faculté de droit et de sciences politiques. Et donc, je suis le chef du département des sciences politiques ici à l'université de Kara. Entre-temps, votre arrivée au Togo était annoncée à Oui, Lomé et puis il semblerait que vous aviez promis, enfin, prévu venir à Kara. oui, Alors, mais j'ai pas eu le visa. voilà, J'ai nous pas eu- avions mobilisé nos étudiants pour accueillir et recevoir le grand professeur Bertrand Badi. Sauf qu'à la dernière minute, on nous a dit, ah ben finalement, c'est annulé. Bien, c'est à Ben, parce l'occasion, qu'on m'a voilà. refusé le visa. Oh On m'a non! refusé, on m'a refusé le visa. Bon, en tout cas, c'est l'occasion pour moi de quand même échanger ici avec vous et vous dire toute l'estime que nous avons pour vous, votre intellect et toute la contribution. Le modérateur l'avait dit déjà, que vous avez apporté à la science politique de façon générale. Et je vous ai suivi, mais j'ai une toute petite question par rapport aux objectifs de l'Iran. Le président Mahmoud Ahmadinejad, à son époque, avait clairement dit que l'objectif de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire est de rayer Israël de la carte du monde. Que pensez-vous de cette affirmation et est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, cela est toujours derrière la volonté iranienne de se doter de l'arme nucléaire? Merci beaucoup, monsieur le professeur, et vraiment, merci à vous. Merci. Est-ce qu'on prend toutes les questions ensemble ou est-ce que je réponds?
Est-ce qu'on peut prendre toutes les questions? On va prendre toutes les D'accord. questions, je pense que c'est mieux. Alors allons-y. Donc, Dell Attitude, donc vous avez la parole. Oui, j'entends pas. Bon, Dell Attitude, si vous n'êtes pas là, on passe la parole à Abdoulaye Diarra. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. Je voudrais poser la question sur la question de l'identité. Moi, je réponds au nom de Patient Avancé. Je suis béninois, étudiant à l'université de Novosibirsk State University en Russie. Donc, j'aimerais savoir quel est le rôle de la place de l'identité aujourd'hui dans les conflits que nous avons au Moyen-Orient. Je vous remercie. Merci. Abdoulaye Diarra. Bonsoir, bonsoir professeur, bonsoir à tous, bonsoir aux Bonsoir. initiateurs de conférence. Je suis Abdoulaye Diarra, auditeur en sciences politiques à l'université Kourgan-Fouba de Bamako. Et oui, je suis de Bamako. Moi, ma question, c'est de savoir, lorsque l'Israël a commencé à se lancer dans cette guerre-là, est-ce que l'Israël n'a pas un peu sous-estimé les capacités de réponse de l'Iran? N'a pas, pardon? N'a pas sous-estimé un peu l'Iran? Est-ce que l'Israël s'attendait à une telle réaction de la part de l'Iran? D'accord. Très bien. Question importante, en effet. Donc, il y a le nouveau. Allô? Oui, bonjour professeur. Bonjour. Moi, c'est Rabé Jibril. Je suis auditeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. J'ai deux questions pour vous, professeur. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends et je vous écoute. Et c'est ce que je peux appeler un peu une question de drôle de guerre entre l'Iran et Israël. Chaque fois que, avec la situation aussi qui se passe à Gaza, c'est comme si on avertit l'adversaire qu'on va frapper pour que l'adversaire se prépare. Et c'est ce que les États américains aussi ont fait. Et l'Iran aussi, quand il va réagir, il informe. Et l'adversaire aussi se prépare pour cacher ses outils ou bien pour déplacer un peu ses victimes. La deuxième question, c'est par rapport à la violation des espaces aériens, parce que l'Iran n'est pas frontalier avec Israël. Il a violé des espaces aériens des pays qui n'ont pas réagi à cette violation de leur espace aérien. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ça, ce silence des pays dont l'espace aérien a été violé? Je vous remercie, professeur, et merci beaucoup pour votre contribution. Nous vous suivons beaucoup sur les réseaux sociaux avec vos analyses pertinentes. Merci beaucoup. Dernière Donc, question. on donne la dernière ensuite on donne au professeur. Il y a Abou Bakar. Euh, bonjour, bonjour, cher professeur Bonjour. Badi. Bonjour aussi au professeur Silla et à tout le monde. Monsieur, j'ai une question. C'est une question d'eux, en fait. Euh, J'aimerais savoir quelles pourraient être les conséquences, sinon les incidences de cette crise au Moyen-Orient sur l'espace CEDEAO, ou particulièrement sur le Sénégal, et quelle devait être la posture que nos hommes d'État devraient adopter pour faire face à cela. Très belle question.
J'aurais aimé aussi vous entendre là-dessus, mais je vais vous soumettre mon hypothèse. D'accord, merci monsieur. Donc, on en Voilà. reste. Oui, On en reste à ces 5 questions. d'accord. Ben, c'est des questions substantielles. Alors, pour répondre à mon collègue et ami togolais, lui dire aussi que moi, j'espérais énormément être un jour à Cara. On m'avait fait miroiter cette perspective. J'étais tout prêt, ma valise était faite. J'avais déjà constitué mon dossier, j'avais envoyé par voie électronique ma demande de visa et je n'ai jamais obtenu ce visa. Et moi, je suis respectueux des pays où je vais. Certains m'ont dit, mais partez quand même, et puis on se débrouillera une fois le visa, bah on peut pas y aller, hein. Donc ça a été une souffrance pour moi, hein. Et j'ai pas compris. Est-ce que je suis perçu comme un islamo-gauchiste, un wokiste, un bolchevique, un terroriste, je sais pas quoi. J'ai toujours pas compris. On m'a jamais expliqué. Bon, alors je réponds à votre question. Euh, j'ai en tête cette idée, cette phrase de Mahmoud Ahmadinejad, effectivement, rayer Israël de la carte. Euh, vous savez, rayer Israël de la carte, moi qui ai maintenant un certain âge, je l'ai entendu des centaines de fois dans la bouche à un moment d'à peu près tous les leaders du monde arabe. Hein, à l'époque nassérienne, à l'époque même encore de Hafez el-Assad en Syrie, à l'époque du maréchal Bakr et de Saddam Hussein en Irak, même du temps des premiers monarques saoudiens post-1945, c'était une idée qui courait, parce que c'est vrai que toute une partie du monde avait refusé euh, le, le partage décidé par les Nations Unies et exprimé dans le langage fleuri des pays du Moyen-Orient cette hostilité avec ces formules. Mais depuis quand les formules rhétoriques constituent des indices précis et évidents d'une volonté de passer à l'action? Euh, si les malédictions lancées sur des pays étaient suivies des faits, il y aurait longtemps qu'il y aurait pu les États-Unis, il y aurait pu la France, il y aurait pu le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et la moitié de la planète aurait disparu. Il est clair, il est évident, absolument évident, que l'Iran n'a pas les moyens de rayer Israël de la carte. Si on a fait un minimum d'études de relations internationales, c'est des choses que l'on sait. Euh, D'abord, et contrairement à ce que dit de façon répétée le gouvernement israélien, l'Iran n'est pas au bord de la détention de l'arme nucléaire opérationnel. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'uranium enrichi. Il faut encore pouvoir procéder à l'étape de la miniaturisation et de la mise en balistique et de l'envoi de ces missiles sur le territoire israélien. Et si ça se faisait, ce serait la fin de l'Iran. Donc il faut être sérieux. Ce n'est pas une menace convaincante. À la limite, moi, je serais plus inquiet de l'éventualité d'un usage de l'arme nucléaire israélienne dans telle ou telle direction. Parce que Israël a les moyens techniques d'un bombardement nucléaire. Et un pays qui se prive pas
tué 60 000 personnes officiellement, dont 40% de femmes et d'enfants, c'est-à-dire on en est à peu près à 25 000 femmes et enfants qui sont morts à Gaza dans l'innocence la plus complète, pourquoi ils n'utiliseraient pas un jour l'arme nucléaire? Hein? Je ne le crois pas, mais c'est dans l'échelle des improbabilités, Israël est plutôt moins bien placé que l'Iran, hein, dans l'échelle de l'improbabilité. Donc, ce n'est pas du tout en ces termes et qu'il faut raisonner, d'autant que n'oubliez jamais une chose, c'est que interdire à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et autoriser le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord et Israël d'en disposer, bah, ça interroge. Vous savez, le dictateur à Pyongyang n'est pas un homme tellement plus rassurant que les dictateurs en place en Iran ou ailleurs. Bon. Et au moment où nous étions au bord d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui permettait de dire de manière absolue et assurée qu'il n'y aurait jamais d'usage de l'arme nucléaire. Donc là, il y a un problème qui est très grave. J'y reviendrai quand je poserai la question du rapport de l'Afrique à tout cela. Mais en tous les cas, en Afrique, ça doit vous interpeller. Pourquoi certaines puissances s'arrogent le droit de dire qui peut et qui ne peut pas? Alors, la question de l'identité, vous avez tout à fait raison, cher ami béninois, de poser cette question, parce qu'elle est au centre de la réflexion, elle est au centre de l'action, et on dit souvent beaucoup de choses, j'allais dire des bêtises, n'employons pas ce terme, mais de choses un peu faciles, un peu légères. Pourquoi? Parce que notre sociologie, je dirais postcoloniale, a eu tendance à systématiser l'emploi du concept d'identité. Comme si nous étions dans un monde où chaque État défendait son intérêt national, mais défendait aussi son identité. Ce qui, comme étant l'unité de compte en relations internationales, ça veut dire que le péril qui menace constamment notre monde, c'est celui du choc des civilisations, comme le disait M. Huntington. Or, je pose la question philosophique de savoir au nom de quoi les identités seraient condamnées à s'entrechoquer. Et derrière cela, il y a une question fondamentale, c'est a-t-on le droit scientifiquement d'objectiver les identités? Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'identité française. Et pardonnez-moi, je dépasse de mes compétences humaines, mais l'identité sénégalaise, je ne sais pas non plus ce que c'est. C'est à chaque Sénégalais de définir ce que c'est que l'identité sénégalaise. Et de même que les Français ne seront pas d'accord sur ce qu'est l'identité française, je pense que les Sénégalais ne seront pas d'accord sur ce qu'est l'identité sénégalaise. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas réifier les concepts, qu'il ne faut pas les essentialiser. Il ne faut pas oublier que tout ce qui a été humain a été créé par les humains, a été fait par les humains et peut être défait par les humains. L'identité française, elle est faite et défaite par 66 millions de Français tous les jours. Et c'est donc beaucoup plus compliqué que en parler au singulier. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue de la science politique et du point de vue des relations internationales, je suis identification que sur le concept d'identité. C'est-à-dire que je pense que le jeu social, qu'il soit national, qu'il soit local, qu'il soit mondial, tout jeu social est un jeu dans lequel chaque acteur individuel passe son temps à faire, refaire, à construire, déconstruire et reconstruire son identité en fonction des enjeux. Et que, de même que moi, petit Français, je ne
conçois pas mon identité de la même manière quand je vais acheter mon pain dans mon quartier ou quand je vais parler à ma voisine ou quand je vais prendre l'avion pour vous rendre visite au Sénégal ou quand je participe à un congrès international de sciences politiques, je n'ai pas le sentiment d'avoir la même identité. Quand je vais acheter mon pain près de chez moi, je me sens une identité de quartier, une identité localiste. Quand je vote, je me sens une identité nationale. Quand j'assiste à un congrès mondial de sciences politiques, je me sens une identité de politiste. Quand je visite l'Afrique, je me sens une identité de mondialiste amoureux de l'art africain. Et donc, euh, quand maintenant nous passons de l'aventure individuelle aux grandes aventures collectives en relations internationales, posez-vous à chaque fois la question de l'identification. Posez-vous la question de savoir comment un Palestinien sous les bombes se définit. Comment un Marocain, un Algérien ou un Tunisien va se définir par rapport à la cause palestinienne. Comment un Sénégalais va se définir par rapport à l'avenir de l'Afrique, par rapport, vous me posiez tout à l'heure, et je vais y venir, une question sur la CEDEAO, par exemple, un Sénégalais qui parle avec un Nigérian ou avec un Ivoirien, il se sent Afrique occidentale, il se sent CEDEAO. S'il est à Addis Abeba, il se sent africain. S'il est en France, je ne sais pas, peut-être qu'il se sentira d'abord africain, mais peut-être il se sentira d'abord francophone. Face à chaque conflit, comment chacun s'identifie? C'est ça la bonne question. Travailler sur l'identification et pas sur l'identité. L'identité, ça n'existe pas. Il faut travailler sur l'identification. Euh, La question de Monsieur Diarra sur Israël qui a sous-estimé l'Iran, c'est une question à laquelle j'adhère parfaitement parce que ça fait partie des questions que l'internationaliste oublie toujours de se poser. C'est-à-dire, j'ai écrit un livre, c'était mon avant-dernier, qui s'appelle Pour une approche subjective des relations internationales. Et dans ce livre, j'expliquais que si on veut comprendre les relations internationales, il faut d'abord se poser la question de comment pense l'autre, comment l'autre me perçoit et comment l'autre imagine que je le perçois avant de se lancer dans des propositions générales de rapport de force ou de rapport de puissance. Et c'est sûr que quand on est puissant ou quand on se croit puissant, on a toujours tendance à sous-estimer l'autre. Euh, 3 jours avant la défaite de Dien Bien Phu en Indochine, De Gaulle disait, et j'ai beaucoup de respect pour le général De Gaulle, mais il s'était quand même trompé en disant la France peut pas être battue en Indochine parce que la France est plus puissante. Bah, vous avez vu ce qui s'est passé. Et moi, je me rappelle, j'étais enfant pendant la guerre d'Algérie, mais tout le monde disait, mais la France, elle peut pas être vaincue par ces va-nu-pieds d'Algériens. Ça va, bon, ouais. Et pourtant, la France a été humiliée par l'Algérie et on pourrait ainsi continuer. C'est-à-dire la sous-estimation de l'adversaire, c'est, je dirais, une constante de celui qui se considère comme plus puissant. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, je pense que la puissance est une faiblesse. Parce que la puissance nous conduit à ignorer l'autre et en ignorant l'autre, eh bien, comme vous le dites très bien, on le sous-estime. Effectivement, regardez une carte du Moyen-Orient et voyez l'échelle d'Israël et l'échelle de l'Iran. Prenez des livres d'histoire, voyez la profondeur historique de la Perse et de ses 2500 ans d'histoire, et un pays, Israël, qui a 77 ans d'âge. Et on pourrait ainsi continuer les exemples. Je pense que pris dans cette dialectique de la puissance et de la sous-estimation, de plus en plus les gouvernements israéliens ne voient de porte de sortie que dans la destruction. Et ça me fait très peur. Parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment dans l'escalade de la destruction. La quatrième question, c'est oui, un point, vous avez tout à fait raison de le souligner, cette
tendance, cette caractéristique des nouvelles guerres de prévenir les gens qu'on frappe. Ça, c'est vrai depuis un certain temps dans les conflits du Moyen-Orient. Ça a été vrai et ça continue en principe à Gaza. Ça marche pas toujours, d'ailleurs, quelquefois on oublie de prévenir. Ça a marché l'Iran dans les deux sens. C'est-à-dire l'Iran a prévenu, probablement par l'intermédiaire des États-Unis, les frappes qui vont intervenir, qui étaient sur le point d'intervenir en Israël. Alors, pourquoi fait-on ça? Je pense que il y a une part de communication, de politique de communication. C'est-à-dire, on ne veut pas. Les États ont beaucoup plus peur qu'on ne l'imagine de la stigmatisation et de l'opinion publique internationale. Donc, on ne cherche pas à augmenter le nombre de victimes de ses propres frappes. D'ailleurs, si vous regardez les compteurs israéliens, ils sont toujours bien inférieurs aux compteurs palestiniens. En ce qui concerne l'Iran, c'est la même chose. Les compteurs iraniens indiquent plus de victimes iraniennes que les compteurs israéliens. Autrefois, c'était le contraire. Autrefois, la guerre devait pour aboutir, comme disait Clausewitz, terrasser l'ennemi, donc afficher le plus grand nombre de morts. Il y a maintenant un effet de prudence communicative, disons. Euh, il y a aussi la peur de la représailles. Si on fait trop de morts, on risque de provoquer une réaction violente de l'autre. Et il y a, notamment dans les relations irano-israéliennes, ce côté ping-pong. C'est-à-dire, je frappe et du coup, bah, l'autre va me frapper et donc je vais être obligé de le frapper, etc. C'est quand même un jeu dangereux et coûteux dans tous les sens du terme. Alors que fait-on? Eh ben, on limite, on encadre pour que on fasse assez de dégâts pour montrer qu'on est puissant, mais pas trop de dégâts pour ne pas provoquer trop l'autre. Ceci étant, il y a beaucoup d'hypocrisie, vous savez, dans tout ça. Euh, j'ai toujours en tête ce témoignage d'une vieille dame qui habitait le nord de Gaza et qui disait, moi, l'armée israélienne m'a dit de quitter ma maison, mais je peux à peine marcher. J'ai aucun endroit où aller, j'ai pas de famille pour m'aider, comment voulez-vous que je me déplace? Donc il y a beaucoup d'hypocrisie. Cette femme, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle est probablement morte sous les décombres, hein. Et de même, euh, j'ai un cousin qui habite l'Iran et qui m'écrivait, on nous dit de partir, mais il n'y a même pas d'essence pour mettre dans la voiture et pouvoir quitter Téhéran. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie dans ces politiques d'information préalable. Et ce que vous dites sur l'espace aérien, oui, je crois que ça fait partie de tout le jeu qu'il y a au Moyen-Orient, c'est-à-dire euh, tous les pays arabes de la région ont condamné les frappes israéliennes sur l'Iran, y compris l'Arabie saoudite, y compris les Émirats arabes unis, la Jordanie qui a été survolée par les avions, la Syrie, etc. Ils ont tous condamné, mais ils ont tous laissé faire. Avec quand même la question qui est derrière, qui est, mais comment aurait-il pu s'y opposer? Vous voyez ce que ça aurait été qu'un avion israélien descendu par des missiles jordaniens ou syriens, bah, c'était la destruction d'une partie du territoire jordanien ou syrien. Donc c'est le rapport de la puissance au chaos dont je parlais tout à l'heure avec tout ce que cela implique. La dernière question de Monsieur Aboubacar, alors c'est une question que j'apprécie particulièrement, comme toutes les autres d'ailleurs, mais celle-ci plus particulièrement parce que moi je fais partie des gens qui considèrent que la notion de Sud global a un sens. Pourquoi? Elle n'a pas de sens objectif. Hein, je jamais considéré que la Chine et la Gambie c'était la même chose. Hein, évidemment, ni économiquement, ni culturellement, ni religieusement, ni historiquement, ni géographiquement, il n'y a pas d'unité, hein.
Mais quand vous dites l'Occident, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses de commun entre le Portugal et le Danemark? J'aimerais bien qu'on me le dise, hein. C'est-à-dire, je déteste la géopolitique, c'est un terme que j'ai jamais employé et c'est une méthode qui conduit toujours à d'épouvantables gaffes. Mais c'est la géopolitique qui nous a conduits dans ces facilités. On trace sur la carte des grands ensembles et on dit qu'ils ont cohérence. Ben non, ils n'ont aucune cohérence, hein. Et l'Italie n'a rien à voir non plus avec l'Islande, hein. C'est absolument évident. En revanche, s'il n'y a pas d'unité objective et de ressemblance objective entre les pays du Sud, il y a deux points communs qui relèvent de la subjectivité. Un commun passé d'humiliation. Et ça, quand vous parlez d'humiliation en Chine et quand vous en parlez en Afrique, vous entendez exactement la même chose. Et d'autre part, sur la base de cette humiliation communément partagée, il y a le commun désir de changer les normes du système international. Parce que quand même, on est dans un paradoxe, on est dans un monde où le droit international, les institutions internationales, les pratiques diplomatiques, les mots même des relations internationales ont tous été fabriqués en Europe. Et du coup, moi j'entends autant à Pékin qu'à Abidjan, pour pas dire à Dakar, la même chose. C'est-à-dire, bah, nous aussi, on aimerait participer à l'élaboration d'un système international véritablement universel. Eh bien, comment Israël se construit et comment Israël est construit par les États occidentaux comme étant la pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient. Et là, la question que je pose, c'est est-ce que face à cela, les pays du Sud peuvent rester neutres, impassibles? Ils sont concernés. Ils sont concernés. Parce que la politique de chaotisation du Grand Moyen-Orient, c'est une politique de démantèlement du Sud global. Alors, on parle beaucoup en ce moment des BRICS. Moi, j'ai toujours considéré que les BRICS, c'était pas le Sud global parce que la Russie n'est pas au Sud, figurez-vous. Mais je pense que la solidarité qui s'affiche de plus en plus entre le Sud et la Palestine, elle est d'une manière ou d'une autre transférable, mais c'est à vous de répondre, c'est pas à moi. Euh, à l'Iran. D'ailleurs, l'Iran a été attaqué par une puissance qui se considère comme la pointe avancée du vieux monde dominant sur un pays du Sud qui a choisi incontestablement de très mauvaises voies pour se construire, hein. La République islamique, elle n'est pas rassurante de bien des points de vue. Mais personne surtout venant du Nord, n'a le droit de lui dire ce qu'elle doit faire. Donc, je pense que les pays du Sud devraient être sensibles à ces questions et se les poser à partir de là. Mais c'est pas à moi de dire ce que doit être la politique de la CEDEAO, hein. C'est à la CEDEAO de le dire et ça m'intéressera beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a une vision unifiée de la CEDEAO? Ça m'étonnerait que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal aient la même vision de la chose. Mais ça, là aussi à vous de nous le dire. Merci beaucoup, cher professeur Bertrand Badi. Monsieur Diatta, président de l'association, je ne sais pas si on devrait poursuivre ou si on devrait mettre un terme. Il me semble que Monsieur Bertrand Badi a répondu avec beaucoup de satisfaction, je pense, de la part du public à toutes les interrogations. Il y en a pas mal et je pense que les réponses ont été très satisfaisantes. Il serait difficile d'aborder toutes les problématiques qui ont trait aux relations internationales et surtout à la guerre entre Israël et Iran. Et avec votre accord, je pense qu'on pourrait demander peut-être à M. Bertrand Badi de conclure peut-être avant que je ne vous redonne la parole. Pour ceux qui voudraient, je devrais d'ores et déjà le dire,
pour ceux qui voudraient encore des éléments importants pour comprendre toutes ces dynamiques et toutes ces logiques, Bertrand Badi a écrit beaucoup d'ouvrages. Il a tenu beaucoup de conférences. Donc, on vous renvoie à tous ces ouvrages dans lesquels vous trouverez des réponses à vos questions qui sont importantes de la part des collègues du Togo, du Bénin, des étudiants du Bénin, de la sous-région, qui sont peut-être membres de l'association, mais aussi qui interviennent dans ce cadre-là. Donc, cher président de l'association, si vous le voulez bien, je vais peut-être demander à M. Badi peut-être d'apporter, d'aller vers une conclusion éventuellement avant de vous redonner la parole. Merci. Eh Oui, bien, écoute, pour tout simplement conclure, hein, parce que je rappelle qu'on avait convenu 16 heures, professeur. oui, il va falloir que je vous quitte maintenant bientôt, Voilà. Voilà. mais je voulais vous dire simplement que j'étais très heureux de ces échanges qui étaient forts, qui étaient nourris. J'ai été ravi. Je préférerais être en Afrique que de parler à l'Afrique, mais enfin, j'ai quand même eu beaucoup de satisfaction à rencontrer virtuellement plusieurs collègues et étudiants venant de différents pays africains. Un seul mot de conclusion, deux mots de conclusion. Le premier, c'est que vous voyez à quel point il faut pas avoir peur de changer notre lexique de relations internationales, parce que on ne peut pas comprendre la situation d'aujourd'hui par référence à des modèles d'hier, hein, et par rapport aux théories d'autrefois, qu'elles soient de Clausewitz, de Hobbes, ou même plus récemment de Morgenthau ou de n'importe quel autre pape du réalisme, de la théorie réaliste des relations internationales. Euh, Malgré tout, nous avons une boussole. Faut jamais oublier, et ça on a tout fait pour nous le faire oublier, que derrière les relations internationales, il y a l'être humain. Et que la seule boussole qui ne se périme pas, c'est effectivement la boussole humaine. Au bout de ça, il y a de l'humain. Au bout de ça, il y a des êtres humains souffrants. Au bout de ça, il y a des morts. Au bout de ça, il y a des gens méprisés, humiliés, oubliés, laissés de côté, qui ne comptent pas. J'oublierai jamais cette image que j'ai vue d'un monsieur qui pleurait sur les décombres de sa maison à Gaza et qui disait: J'ai cherché toute la journée, le corps de mon fils, je n'ai retrouvé que sa tête. J'ai pris sa tête dans mes mains et je l'ai embrassée. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus horrible dans l'aventure humaine? Et donc, nous ne sommes pas seulement des observateurs. Nous sommes de ceux qui témoignons pour l'humanité tout entière. Et ça, vous êtes des internationalistes, vous devez le faire. Infiniment, cher professeur, merci infiniment pour cette sagesse que nous entendons bien et cette clairvoyance. Et nous retenons ces derniers mots. Monsieur le Président de l'Association des étudiants africains en sciences politiques, vous avez la parole. Merci encore de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir prendre part à cette importante conférence. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous deux. En tout cas, c'est nous qui sommes très ravis. Nous sommes vraiment très ravis. Professeur Badi l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, avoir comme invité professeur Badi est un grand honneur et je pense que je partage ce sentiment avec tous les participants ici. Je rappelle que professeur Badi est aujourd'hui, en tout cas, l'un des spécialistes en relations internationales les plus influents. Il est auteur de plusieurs ouvrages, vous l'avez dit tout à l'heure, professeur. Et je pense que nous ne serons pas là pour revenir sur tous ces ouvrages-là. En tout cas, les derniers ouvrages, il a lui-même dit tout à l'heure, c'est son livre porté sur l'art de la paix et qui est publié en 2024, qui effectivement est pertinent pour cette question-là qu'on est en train même de développer aujourd'hui. Professeur Silla, nous vous remercions aussi, hein, parce que je rappelle que vous aussi, vous n'êtes pas n'importe qui en Afrique, particulièrement au Sénégal. En tout cas, pour nous, étudiants sénégalais, euh,
Nous vous admirons beaucoup aussi pour vos publications, pour votre attachement à cette discipline sciences politiques. Donc, remercier tout le monde et dire au professeur Badi que nous espérons en tout cas l'avoir pour une autre conférence, éventuellement en présentiel à Dakar, à Saint-Louis ou quelque part en Afrique. Donc, remercier tous les participants. Je rappelle aussi que c'est l'Association des étudiants africains en sciences politiques, une association qui a pour objectif tout simplement de vulgariser la science politique en Afrique. Vous le savez, professeur Badi, la science politique est un sang à construire en Afrique. Donc, nous sommes dans cette logique, en tout cas, de construire la science politique à travers des activités scientifiques comme celle-ci. Et je pense qu'en tant que président, c'est tout ce que je peux dire. Résumer simplement en disant que nous sommes encore une fois très contents de votre invitation et surtout d'avoir accepté de répondre à l'invitation, tout comme le professeur Silla aussi, nous vous remercions infiniment. Donc, j'aurais bien aimé que le président de la commission pédagogique, Ibrahim Balou, s'il est là, qu'il puisse également laisser quelques mots, puisque étant le président de la commission pédagogique, il est en tout cas la personne, si vous voulez, principale de cette initiative. Donc, j'aurais bien aimé l'entendre avant de fermer cette conférence. Pour ma part, en tout cas, je remercie tout le monde, particulièrement le professeur Badi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.